Bienvenue à tous dans l'invité de la rédaction. La Côte d'Ivoire s'est dotée depuis plus de 10 ans de plusieurs instruments de lutte contre la corruption. Ce sont notamment le décret anticorruption de 2013, la mise en place de la brigade de lutte contre la corruption en 2012, la haute autorité pour la bonne gouvernance en 2014 et l'unité de lutte contre le racket en 2014. Notre invité du jour à travers ses livres veut apporter sa contribution à la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. On en parle dans cet entretien. Cyril Wali est avec nous. Bienvenue sur notre plateau. Merci bien, monsieur Eouman. Très heureux de vous retrouver encore. Le plaisir est partagé. Quand on parle de lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire, désormais on devra pouvoir compter avec vous parce que vous avez un esprit fertile en termes de propositions. Vous avez le temps, jeune que vous êtes, de fouiller la Constitution, d'observer, au point de faire des propositions. Nous vous disons déjà félicitations. Merci beaucoup. C'est un véritable honneur pour moi de contribuer au développement de mon pays à travers la proposition de certaines solutions. Et là, vous avez, je vais dire, la volonté un jour d'être à un poste de responsabilité pour que vous puissiez effectivement faire vos preuves par rapport à tout ce que vous proposez. Tout à fait. Alors, quand on parle de corruption de façon générale, pas en Côte d'Ivoire, mais de façon générale, il y a plusieurs aspects qui sont touchés. Le système judiciaire, même dans l'éducation, plusieurs secteurs sont touchés. Mais pour le cas de la Côte d'Ivoire, que on va dire vous maîtrisez le mieux, on va en parler, touchons le système judiciaire. Vos remarques à ce niveau et qu'est-ce que vous proposez? Au niveau du système judiciaire, je remarque que notre système de la séparation des pouvoirs ne fonctionne pas efficacement. Pour lutter contre la corruption, il faut que le système judiciaire soit fort pour dire le droit. Fort à quel point? Parce que quand on écoute les politiques, avec ce qu'on sait en Côte d'Ivoire, ils vont vous dire on ne veut pas interférer. Il y a une séparation de pouvoir. L'exécutif ne peut pas interférer dans les affaires judiciaires. C'est ce qui est dit et c'est ce que la Constitution devrait pouvoir garantir. Alors quand vous dites que ce n'est pas fort, de quoi parlez-vous? D'accord. Lorsqu'on parle de la force, ce sont les pouvoirs qu'on donne au système judiciaire. Il ne suffit pas simplement de le prétendre. Quels sont les pouvoirs qu'on donne au système judiciaire? Est-ce qu'aujourd'hui, un procureur de la République ou bien un acteur du système judiciaire a vraiment le pouvoir pour se saisir d'une affaire dans laquelle un acteur du pouvoir exécutif est impliqué? Vous avez l'impression parfois que l'exécutif, pas officiellement, mais interfère peut-être indirectement ou a une influence. A une influence, oui. A une influence. A une influence. Donc, je propose au niveau du système judiciaire, voilà, qu'on ait un président du système judiciaire. Voilà, j'ai un souci avec le fait qu'on parle de la séparation des pouvoirs et on voit des acteurs au sein du système judiciaire être nommés par des personnes, par des acteurs du pouvoir exécutif. Moi, ça me dérange. Donc, il faut à la tête du système judiciaire un acteur qui soit totalement indépendant. Donc, il faut un président du système judiciaire et c'est lui qui sera chargé de nommer les grands acteurs au sein du système judiciaire. Très bien. Sur cette question, probablement à une autre émission, on va débattre avec d'autres. Il y a vraiment beaucoup à faire. Voilà. Très bien, mais avançons un peu. Actuellement, ce qui fait l'actualité, ce sont les élections. En 2025, nous aurons les élections. Alors, dans vos travaux, dans vos réflexions, vous estimez qu'au niveau électoral également, il y a un travail à faire pour éviter la corruption? Oui, parce que la corruption naît du sommet pour s'étendre jusqu'à la base de l'État. Si à la tête de l'État, on a assez de personnes intègres, l'intégrité va s'imposer dans la conduite des affaires publiques. Mais quand c'est l'inverse, qu'est-ce que vous décrivez? Non, ce n'est pas le système électoral en tant que tel que je décris. Même pour lutter contre la corruption, il faut qu'on ait un système électoral qui permette au peuple de se débarrasser plus facilement de ces dirigeants corrompus. Parce que tant qu'on a des dirigeants corrompus, la corruption va s'imposer dans la conduite des affaires publiques. Donc il faut une vie électorale transparente pour qu'on puisse se débarrasser des dirigeants corrompus plus aisément. Vous mettez aussi un point d'honneur sur la vie politique. Alors c'est le quotidien, complètement. À ce niveau, qu'est-ce qui ne va pas selon vous? Faire la politique permet d'accéder à des postes très importants. C'est grâce à la politique qu'on accède aux postes de députés, de ministres, de président de la République. Donc les acteurs, les postes clés on accède à des postes clés en passant par la politique. Donc pour moi, il faut assainir la vie politique. Il ne faut pas permettre à tout type de personnes de faire la politique. Donc juridiquement, il faut définir le type de personnes qui doivent faire la politique. C'est pourquoi dans ma proposition, j'ai dit qu'il faut définir des conditions à partir desquelles ou bien que les personnes doivent remplir pour faire la politique. Aussi, il faut définir les règles
qu'il faut respecter dans l'exercice de ses activités politiques. Et troisièmement, il faut définir des sanctions applicables aux personnes qui vont enfreindre les règles définies pour faire la politique. C'est pourquoi, dans ma proposition, j'ai proposé la création d'une cour pour charger de la moralisation de la vie politique, que j'ai appelé la haute cour pour la moralisation de la vie politique. Donc elle est chargée de veiller à la bonne exécution des 3 conditions que j'ai données. On parle régulièrement et de façon récurrente de réforme constitutionnelle. Là aussi, vous jetez un regard sur cette question. Tout à fait. Pour lutter contre la corruption, il faut que les citoyens comprennent le système même qui les anime ou bien qui les gouverne. Tu vois, en Côte d'Ivoire, la plupart des personnes ne maîtrisent même pas la constitution. Nul n'est censé ignorer la loi. Ouais. Alors c'est la loi fondamentale. Donc il faut que le système en fait soit stable. Pour que nos valeurs, nos règles puissent se transmettre de génération en génération. C'est comme ça qu'on construit des États forts. Quand tu prends par exemple le cas des États-Unis, vous allez voir qu'ils ont un système fort et qui est stable. Ce qui fait que leurs valeurs on peut se transmettre de génération en génération. Aujourd'hui, la démocratie fonctionne correctement. Or, nous avons une procédure de réforme constitutionnelle qui fait que à chaque fois, on peut modifier la Constitution à tout moment. Par exemple, donc, une année, on peut dire, bon, on veut limiter l'âge d'accès à la présidence de la République à 70 ans. Oui. L'année qui suit, on vient, on rediscute. Non, il faut étendre. C'est ce que vous êtes en train de décrire. Voilà, il faut que le système soit stable. Pour que nos valeurs puissent se transmettre de génération en génération, c'est aussi important pour la constitution de la mentalité d'un peuple. Alors au niveau de l'éducation, avec la nouvelle ministre qui est arrivée, il y a eu un assainissement au niveau du système éducatif avec les COGEP, avec certains réseaux, etc. etc. Vous parlez aussi du système éducatif. Vous proposez quoi? Le système éducatif est l'un des piliers de la lutte contre la corruption, parce que pour lutter contre la corruption, il y a un type de citoyen qu'il faut faire naître, c'est-à-dire des citoyens qui ont un sens élevé de l'État, patriote, vous voyez, et c'est avec l'école, avec le système éducatif qu'on peut faire naître ce type de citoyens. On se rend compte que pendant les examens, parfois, c'est avec de l'argent que certains vont se retrouver devant un examinateur. Tout à fait, ce sont des choses qu'il faut sanctionner sévèrement, parce que c'est à l'école qu'on doit nous inculquer des valeurs. Ce n'est pas là que nous devons apprendre des comportements contradictoires. Avec la vidéosurveillance qui a été initiée par le ministère de l'Éducation et de l'Alphabétisation, est-ce que ça aide? Parce qu'il y a une régie centralisée où on peut voir des personnes qui... Ça aide. C'est à prendre en compte. Même pour agir sur les mentalités, il faut plus s'appuyer sur le système éducatif. C'est pourquoi j'ai proposé que, au vu des faiblesses du peuple ivoirien, j'ai proposé qu'on enseigne très tôt à l'école. Quand on parle de faiblesse du peuple ivoirien, qu'est-ce que vous voulez dire? Faiblesse du peuple ivoirien. Bon, vous parlez de la faiblesse du niveau d'éducation. Parce que je constate que c'est vrai que nous, dans l'ensemble, je ne dis pas que nous sommes, dans l'ensemble nous sommes instruits, mais je vois que sur le plan politique et sur le plan juridique. Quel faible niveau d'instruction de façon générale? Pardon? Vous parlez de faible niveau d'instruction sur certaines questions. Au niveau politique et juridique. Okay. Et ça complique beaucoup de choses dans la vie publique ivoirienne. Donc je propose que très tôt à l'école, on enseigne par exemple la constitution ivoirienne, la loi relative au foncier, le code de la nationalité, le fonctionnement du budget et des finances publiques. Voilà. Ça va permettre aux citoyens d'être assez outillés pour comprendre certains enjeux de la vie politique et juridique de la Côte d'Ivoire. Vraiment, donc, pour vous, il faut renforcer la question de la protection des droits des citoyens. Si les gens ont conscience qu'en appliquant correctement la loi, ils risquent de voir leurs droits être violés ou bien de s'exposer à des risques de représailles, ils vont faire le choix de ne pas appliquer la loi. Or, quand on n'applique pas la loi, c'est à ce moment-là que la corruption se répand dans un pays. Donc il faut mettre en place une procédure, et je l'ai fait, qui rassure les citoyens que tant qu'ils appliquent correctement la loi, il n'y aura pas de représailles, les droits seront respectés, et cela va les motiver à respecter ou à appliquer correctement la loi dans l'exercice de leurs fonctions. Sinon, tant que nous maintenons l'environnement actuel, où quand tu veux appliquer la loi correctement, on peut un jour t'abattre, mais les gens vont s'abstenir d'appliquer la loi pour s'éviter des ennuis, tout simplement. C'est pour parler d'application aussi, même de respect aussi de la loi. Merci. Cyril Gouali Yokro-Gué, vous êtes énarque et écrivain. On a eu le plaisir d'échanger avec vous sur vos propositions sur quel système politique pour une lutte plus efficace contre la corruption. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci bien, monsieur Oumou. Je vous remercie encore pour cette occasion que vous m'avez donnée pour présenter
de façon succincte, mais toujours très importante, mon livre. Je vous remercie. Nous souhaitons très bon vent. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.